Bonjour, petite vidéo sur les spectres. On va commencer par voir le spectre de la lumière blanche. Donc on fait arriver de la lumière sur un prisme. Cette lumière subit deux réfractions. Une réfraction ici, la première surface de séparation, et une deuxième ici. Donc la lumière est déviée. On a vu que la réfraction dépendait de l'indice de réfraction des différents milieux. Alors on passe de l'air au vert. L'indice de l'air c'est 1, l'indice du vert c'est environ 1,50. Cependant, on voit que le rouge est moins dévié que le bleu. Pourquoi? Parce que l'indice de réfraction du vert dépend de la couleur de la lumière. Tout à l'heure on dira plutôt de la longueur d'onde de la lumière. L'indice de réfraction du bleu est un peu plus élevé, 1,52 que celui du rouge. Donc avec cette double réfraction, on peut du coup séparer le bleu du rouge. Et on voit ici qu'on arrive à séparer toutes les couleurs composant la lumière blanche. On parle de système dispersif. Et on obtient sur un écran ce qu'on appelle un spectre lumineux. Donc là, c'est un spectre d'émission continue. Émission, pourquoi? Parce que c'est une source lumineuse qui est à l'origine de ce spectre. Et continue, parce que tout simplement, donc, on a la lumière de bout en bout du spectre en question. Alors, on repère les différentes couleurs en physique par une grandeur appelée la longueur d'onde. Dans le visible, les longueurs d'onde sont comprises grosso modo entre 400 et 800 nanomètres. Les plus petites longueurs d'onde du visible, vers 400, sont pour les couleurs violette et bleue. Et à l'autre bout du spectre ici, on a vers 800 le rouge. On voit que cette petite animation, la dispersion ici, mais on peut choisir la longueur d'onde et on voit bien que si on modifie la couleur, donc la longueur d'onde de la lumière incidente, la déviation n'est pas la même pour tous ces rayons. Plus la longueur d'onde est élevée, moins la déviation est forte. On peut aussi disperser la lumière avec un réseau plutôt qu'un prisme. L'étude de ces spectres d'émission continue permet d'avoir des informations sur la température. En effet, pour une lumière de couleur jaune, on a ce spectre-là qui apparaît, donc il manque toutes les radiations bleues, violettes, et plus on augmente en température, plus le spectre se complète vers le bleu, et si on continue, il s'est enrichi en bleu, et le rouge commence à disparaître. Donc la teinte de la lumière, c'est ce qu'on voit ici à droite, et on peut associer à ces teintes, donc à ces couleurs de lumière, les spectres correspondants. Alors, ces couleurs de source lumineuse ne sont dues qu'à leur température. Pour émettre de la lumière, il faut chauffer un corps. Si on parle d'une lampe, par exemple, on va chauffer un filament de tungstène, et plus ce filament est chaud, plus il va s'enrichir en longueur d'onde, de faible longueur d'onde ici. Par exemple, on peut observer les étoiles et simplement en regardant la couleur de ces étoiles, avoir une information sur le fait que l'étoile soit entre guillemets froide ou chaude ici comme Rigel. L'analyse du spectre en lui-même, il faut décomposer du coup la lumière avec un prisme ou un réseau, permet d'avoir accès à une information plus précise sur la température de l'étoile. Donc il y a bien un lien direct entre température d'une source lumineuse et puis le spectre qui va avec. Autre circonstance, on remplace la lampe à incandescence par une lampe qui contient un gaz. Donc on a un gaz qui remplit cette atmosphère. Ce gaz est excité entre guillemets par un courant électrique et ce gaz du coup va émettre de la lumière. Cette lumière, on va l'analyser, donc on va la disperser avec un
un prisme, et on observe sur un écran le spectre de cette lumière. Et on voit que le spectre n'est plus un spectre continu, mais on observe ce qu'on appelle des raies colorées sur un fond noir, donc on parle de spectre de raies d'émission. Alors en TP, on a utilisé ce qu'on appelle une lampe spectrale hein, pour obtenir ce type de spectre, et on l'a regardé à travers la lumière de cette lampe à travers un spectroscope. Alors quel est l'intérêt de ces spectres? C'est que, en voilà deux, hein. Vous avez le spectre de l'hydrogène, vous avez le spectre de l'oxygène, et on voit que pour chaque spectre, on a un certain nombre de raies, en tout cas dans le visible, et que ces raies ont des longueurs d'onde particulières. Donc on ne peut pas confondre le spectre d'un élément avec le spectre d'un autre élément. Donc on peut considérer ici que ces spectres sont, pour ces éléments chimiques, comme une signature. Parce que grâce à ces spectres, on peut identifier les éléments chimiques. C'est-à-dire que si on a une source lumineuse issue d'un gaz qui est inconnu, on peut regarder le spectre de la lumière issue du gaz, identifier les raies donc observées et associer ces raies à un élément chimique, comme on l'a fait en TP. Autre situation, on reprend une lampe à incandescence suffisamment chauffée pour qu'elle émette de la lumière blanche. Cette lumière blanche, elle va traverser un gaz froid. La lumière ensuite va être dispersée et on va obtenir un spectre sur un écran. Donc on retrouve les couleurs de l'arc-en-ciel hein, qui vont du rouge au bleu, mais on aperçoit sur le spectre des raies cette fois-ci noires. Donc ça veut dire que, a priori, ce gaz froid a absorbé certaines couleurs, on dit en physique certaines radiations de la lumière blanche initiale. Alors reprenons les deux situations précédentes. Premier exemple, on a un gaz que l'on va exciter, le chauffer un tout petit peu. Ce gaz émet de la lumière. On disperse la lumière issue de ce gaz sur un écran et on obtient un spectre de raies. Deuxième situation, on prend donc une source de lumière blanche, donc une lampe à incandescence par exemple, et on fait passer cette lumière blanche dans le même gaz que celui qu'on a utilisé précédemment. Donc là en l'occurrence de l'hélium. On disperse la lumière avec un prisme ou un réseau et on observe le spectre de cette source lumineuse. Qu'est-ce que l'on voit? Alors déjà on voit bien un spectre de raies d'émission et un spectre de raies d'absorption, mais on voit bien ici que les raies coïncident. Comme l'élément chimique qui compose le gaz est le même dans les 10 situations, les raies vont être identiques, c'est-à-dire vont avoir les mêmes longueurs d'onde et seront autant pour les deux spectres. Donc on pourrait en comparant, plutôt en additionnant ces deux spectres, donc si on faisait glisser ce spectre-là ici, on pourrait voir que ces deux spectres se superposent et on reformerait donc le spectre de la lumière blanche. Donc on retient ici hein, que pour un même élément chimique, les raies d'absorption d'un gaz et les raies d'émission de ce même gaz sont strictement les mêmes, à une différence près, c'est que dans le spectre d'émission, elles seront colorées, et dans le spectre d'absorption, elles apparaîtront sous forme de raies noires. Donc voilà ce que vous avez à connaître, les trois types de spectres. Le spectre continu, on l'obtient en dispersant la lumière issue d'une lampe à incandescence par exemple, donc d'un corps chaud. Le spectre à raie d'émission, on l'obtient en dispersant la lumière issue d'un gaz qui a été chauffé. Et le spectre d'absorption, on l'obtient en faisant passer de la lumière blanche d'une source lumineuse, à incandescence par exemple. La lumière de la lampe traverse un gaz froid. Ce gaz va absorber cette radiation. On disperse le tout avec le prisme, et puis on va obtenir sur un écran un spectre de raies d'absorption. Et on voit bien de nouveau ici que si on utilise les mêmes gaz pour les deux expériences, les raies
colorés ici coïncident avec les raies noires qui sont dans le spectre d'absorption. Application ici, on capte de la lumière solaire, on fait traverser cette lumière solaire à travers une fente, on la disperse avec un prisme et on obtient donc le spectre de la lumière blanche, hein, parce que le soleil émet une lumière plutôt blanche. Mais si on agrandit le spectre, qu'on l'étale sur une zone beaucoup plus grande, on s'aperçoit que dans ce spectre du soleil, il y a des raies noires. Alors, ces raies noires sont dues à deux choses. La première, c'est qu'une partie de la lumière a été absorbée par l'atmosphère terrestre, mais d'autres raies proviennent de l'atmosphère, sont dues plutôt à l'atmosphère du Soleil. Donc des éléments chimiques de la couronne solaire qui vont absorber une partie de la lumière blanche émise par le cœur du Soleil et ça va provoquer donc des raies d'absorption noire dans ce spectre. Pour la petite histoire, hein, c'est Fraunhofer qui, le premier, a découvert donc les raies sombres dans le spectre solaire. Et ensuite, Ångström a mesuré la longueur d'onde de ces raies. Et cela a permis d'identifier les éléments présents dans la couronne solaire. Alors plus clairement peut-être, hein, comment on fait pour identifier les éléments chimiques présents dans l'atmosphère du Soleil, on va comparer le spectre de certains éléments avec le spectre du Soleil. Donc l'hydrogène, il y a les trois raies d'hydrogène qui coïncident, donc l'hydrogène est présent. L'hélium, on retrouve des raies identiques, l'hélium est présent, et ainsi de suite. Si on arrive à prouver que les raies d'un élément chimique ici sont identiques aux raies noires de l'atmosphère du Soleil, on peut confirmer que l'élément chimique est présent. Si les raies de l'élément ne coïncident pas avec les raies de l'atmosphère, du spectre du Soleil, on peut affirmer que cet élément n'est pas présent dans l'atmosphère du Soleil. Voilà ce que vous avez à retenir sur ce chapitre. Merci de votre écoute.